Bonjour. Comme j'ai rien à faire durant le confinement parce que j'ai déjà fini tout le travail qu'on m'a demandé de faire, je me suis dit que j'allais faire des petites vidéos pour aider les gens qui en avaient besoin. Donc, on va commencer par de l'histoire avec le chapitre numéro 1 sur devoir de mémoire. Comme vous savez, je suis vraiment mauvais en articulation, alors je vais faire de mon mieux, mais ça va être un peu compliqué parce que je suis un peu une merde. L'intro, j'ai la flemme de la faire avec vous. Je vous dis juste qu'il ne faut pas oublier la définition de mémoire. Mon introduction est assez courte, je peux vous la lire si vous voulez. Mémoire, c'est mémore en latin, celui qui se souvient. La mémoire, ça peut être un acte volontaire ou inconscient. Tu peux te rappeler de choses sans t'avoir dit quand t'as vécu quelque chose, tu dis pas forcément pile à ce moment-là, ouais, j'aimerais bien m'en rappeler, mais tu te rappelles quand même. Donc ça peut être inconscient ou ça peut être volontaire. Tu peux volontairement essayer de te rappeler quelque chose. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est relativement clair. Du coup, comme c'est subjectif et comme chacun a sa propre mémoire, le témoin qui va parler de ce qu'il se souvient, il peut être fiable ou pas. Hein, malheureusement, c'est pas tout le monde n'a pas la mémoire parfaite, donc tu peux te souvenir de choses qui en réalité se sont pas passées exactement comme ça ou qui sont totalement fausses. Un mec nazi va se rappeler que le nazisme. Genre, un mec nazi en 1940, ses souvenirs c'est ouais, les nazis c'est trop bien, on va gagner la guerre. Alors qu'il pourra se rendre compte que plus tard que le nazisme, c'est dégueulasse. Par exemple, hein, bon, c'est un exemple pourri, mais t'as compris quoi. L'histoire, au contraire, ne s'appuie pas que sur des témoins et sur leurs témoignages, elle va aussi s'appuyer des données, des documents, etc., etc. Donc là, on est à la partie A du grand 1. Le grand 1, ça c'est le cours du prof. Hein. La confusion entourant la libération a permis que se mette en place une mémoire tronquée. Petit a, la libération est une période confuse au sein de laquelle s'exprime de fortes concurrences politiques dont De Gaulle sortit vainqueur. Donc, De Gaulle est foncièrement seul lorsqu'il rejoint Londres en 1940. D'accord Quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait personne avec lui. Son seul entourage, on va dire, c'était un entourage d'extrême droite, dont un exemple Daniel Cordier. Et donc, le fait qu'il ait un entourage d'extrême droite, on a l'impression, en tout cas les Anglais et les Américains, ont l'impression que c'est un apprenti dictateur. Parce que l'extrême droite, quand même, c'est assez connoté. Donc tout le monde pense qu'il va devenir dictateur s'il reprend les rênes de la France, quoi. Après la bataille de Mersel-Kébir, il est isolé, il la perd en fait, et toute la flotte de France en fait est perdue, et donc c'est un isolement complet de Gaulle. Il est vraiment seul quoi à Londres. Malgré le fait qu'il ait des territoires comme Tahiti ou l'Afrique équatoriale française, ces territoires appartiennent à De Gaulle. C'est pas les siens, mais ils n'ont pas voulu se rallier à Vichy. Donc, ils sont dans la France libre, on va dire, à Londres. D'ailleurs, dans, dans, dans ces territoires, notamment l'Afrique équatoriale française, il va faire la déclaration organique de Brazzaville, où il montrera qu'il est républicain, qu'il ne veut pas devenir dictateur. Il veut vraiment, il adore la République, il l'aime, quoi. Malgré tout ça, son audience reste très limitée. Son audience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'écoute, pas grand monde qui sait qu'est-ce que fait De Gaulle. D'accord Évidemment, on sait que Vichy ne veut pas de lui parce qu'il a été condamné à mort par contumace. Par contumace, pardon. Ça veut dire qu'en fait, il a été condamné à mort, mais que comme il n'est pas là, ils ne peuvent pas le tuer. Il est condamné. Si De Gaulle revient en France, il meurt. On l'exécute. Donc, en plus de Vichy qui ne veut pas de lui, il y a les Américains en fait. Roosevelt, comme l'a dit M. Chabrier, la seule erreur qu'il a faite, c'est qu'il a vraiment pas cru en De Gaulle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Roosevelt? Pendant toute la guerre, même jusqu'en 1943-44, hein, il va essayer de proposer d'autres chefs pour la France que De Gaulle. Il va proposer Pétain, évidemment on va se rendre compte que Pétain c'est pas trop ça. Puis Laval qui était le premier ministre de Pétain, donc on va se rendre compte que c'est pas trop ça non plus. Darlan qui va remplacer Laval. Bon bref, Darlan c'est vichiste à mort, donc c'est mauvais aussi. Et enfin Giraud qui lui est moitié gauchiste, moitié vichiste, moitié pas vichiste, mais on va se rendre compte qu'en fait il n'est pas assez. Les Français ne l'aiment pas assez pour qu'il puisse devenir président de la France. Donc les Américains vont essayer tout ce qu'ils peuvent,
mais ils n'arriveront pas, et donc De Gaulle va réussir, on va dire, va réussir à prendre la tête de la France. Le but des Américains en proposant d'autres personnes que De Gaulle, c'est de donc libérer la France, hein, comme il avait déjà décidé, mais surtout que la France soit considérée comme un pays vaincu. Donc quasiment d'organiser la France. En fait, les Américains voulaient contrôler la France à la fin de la guerre. Et on verra qu'ils n'ont pas réussi grâce à De Gaulle. On sait que dans les sondages, parce que souvent, évidemment, sous le régime de Vichy, toutes les lettres que vous envoyez étaient contrôlées par la censure, etc. Donc on sait que dans les lettres, les gens s'écrivent, on sait que massivement les Français étaient pour Pétain jusqu'au 12 août 41. Ce 12 août 41, c'est une date assez importante, parce que c'est là où Pétain fait le discours du vent mauvais, où il dit aux Français je vois que vous avez plus confiance en moi. Donc voilà, donc on va dire que les Français sont massivement en faveur de Pétain jusque-là, et que ça commence à comprendre que peut-être ce serait bien de rejoindre De Gaulle à partir de ce moment-là. De plus, on a très peu d'images de De Gaulle durant la guerre. Les seules images qu'on a de lui, c'est le service cinématographique des armées françaises, qui le filme. Et encore, les premières images n'arrivent pas avant 42-43. Donc ça, c'est la première partie qui nous montre bien que De Gaulle est très seul, et De Gaulle a très peu de soutien au début de la guerre. Le fait qu'il ait réussi à, on va dire, malgré son peu de soutien, à rassembler toute la résistance en France, etc., fait que c'est normal que De Gaulle devienne président de la France à la fin de la présidence. Il devient président du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, d'accord? Donc évidemment, il n'est pas encore président de la République, mais normalement, ça va être lui, quoi. On voit pas qui d'autre ça peut être que lui. Avant tout ça, c'est le premier, il essaie, dès que les Américains libèrent Paris, le général Leclerc, est le général qui va libérer Paris avec les troupes françaises libres. Donc, Leclerc appelle Charles de Gaulle en lui disant « C'est bon, Paris est libéré, venez vite avant que les Américains ils organisent la République, ils organisent la France. » quoi. Donc, dès que Paris est libéré, je crois que c'est 25 juillet à peu près, un truc comme ça, il y a le discours de l'Hôtel de Ville, donc De Gaulle arrive directement à Paris, et dès le 2 août 1944, il fait ce qu'on appelle le discours de l'Hôtel de Ville, où il fixe l'imaginaire des années noires. En bref, il dit pas ça précisément parce qu'évidemment c'est un discours, donc il dit ça bien, mais en bref, les Français ont tous résisté unanimement sous ses ordres, sous les ordres de De Gaulle. On sait évidemment que c'est faux, mais lui, comme il voit que la France, elle est dans la merde, qu'il va y avoir presque une guerre civile entre ceux qui ont collaboré et ceux qui n'ont pas collaboré, il se dit, si je dis que tout le monde a résisté, alors ça permettra de sauver, on va dire, la France. Donc il dit que toute la résistance est représentée par lui-même, en fait. Pour De Gaulle, une de ses erreurs, c'est qu'il s'oppose à la proclamation de la République parce que pour lui, Vichy est nul et non avenu. Ça veut dire en droit que Vichy n'a pas existé, en fait. Donc si Vichy n'a pas existé, la Troisième République qui s'est arrêtée en 1940, elle ne s'est pas arrêtée pour De Gaulle. Alors qu'on sait que durant 4 années, entre 1940 et 1944, la République s'est arrêtée. C'est pour ça que quand on reprend la République en 1944, quand De Gaulle reprend la République, c'est le début de la 4ème République, qui va durer, comme vous le savez j'espère, environ 18 ans. Donc, voilà. Donc lui il dit Vichy est non avenu, donc il n'y a pas besoin de reproclamer la République, parce que la République n'existe déjà. Hein, elle n'a jamais été supprimée, Vichy n'a pas existé, etc. Vichy ne fait pas partie de l'histoire de France. Ce discours préparé de longue date crée volontairement le mythe selon lequel chaque Français aurait contribué à la résistance et à la libération. Comme il fait ce discours et qu'il est le premier arrivé, il y a 2 hypothèses à écarter. D'accord? L'AMGOT, c'est une AMGOT, c'est un acronyme. En bref, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, la France qui est dirigée par les Américains. Les Américains, ils voulaient ça. C'est pour ça qu'ils voulaient pas que De Gaulle vienne. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et deuxième hypothèse à écarter, c'est la prise du pouvoir des communistes. À la fin de 1945, la Russie, elle est morte. Bon, ils ont écrasé le nazisme. C'est eux qui ont repris Berlin, etc. Mais ils ont perdu 25 millions d'hommes. La Russie, elle est pas prête.
Parce que, en bref, si les communistes prennent le pouvoir dans les pays genre la France, l'Italie, etc., il va sûrement y avoir une guerre. Donc, comme Staline dit à tous les partis communistes d'Europe, surtout ne prenez pas le pouvoir, ne vous faites pas remarquer, etc., etc. Voilà. Donc, les deux hypothèses, la prise de pouvoir par les Américains et la prise de pouvoir par les communistes, elles sont écartées. On sait qu'il n'y aura pas de révolution bolchevique en France. Pour montrer aux Américains d'ailleurs qu'ils contrôlent la France, De Gaulle va essayer d'enrayer l'épuration sauvage. L'épuration sauvage, c'est quoi? C'est, en fait, à la fin de la guerre, tous les mecs qui se sont fait baiser par les collabos, à commencer des juifs, mais bon, les juifs ils sont morts donc ils sont plus là, mais genre tous les mecs qui se sont fait tabasser par les nazis, etc., et ben ils essaient de trouver les collabos, et au lieu de les juger bien, au lieu de les juger en faisant un jugement, un procès, etc., ils les prennent, ils leur coupent les couilles et puis ils les tuent, quoi. Donc évidemment, ça pose problème, quoi. Même si moi, personnellement, si tu as mon avis là-dessus, je suis 100% pour qu'on les tue et qu'on les torture. Mais si De Gaulle laisse faire ça, ça montre qu'il contrôle pas le pays. Alors qu'est-ce qu'il fait, De Gaulle? Il enraye l'épuration sauvage et il va condamner, il va mettre en place des procès, des vrais procès avec un juge, des avocats et tout ça. Pas des procès où en 20 secondes on choisit qui est mort et qui est pas mort. Sauf que sur 311 000 jugés, donc jugés collaborateurs, collaborateurs, il n'y en a que 1500 qui sont condamnés à mort. Donc on peut se dire quand même que même s'il a contrôlé l'épuration sauvage, il y en a quand même beaucoup qui ont échappé à la guillotine. Ou à la pendaison plutôt. Voilà, on sait quand même que l'épuration restera incomplète. On n'aura pas tué vraiment tous ceux qui ont fait de la merde durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ça permettra, le fait que cette épuration soit incomplète, ça permettra à certains collabos de retourner leur veste au dernier moment. On peut citer un faux réseau de résistants policiers, un réseau de police résistante en fait, qui s'appelle Ajax, qui a été monté en 1945 en vrai. Avant, ces policiers n'ont jamais résisté, et puis comme la police a beaucoup collaboré avec les nazis, ces policiers ont organisé Ils ont organisé un réseau de police résistante, pour pas se faire évidemment torturer et tuer. Donc voilà, on voit bien que cette épuration a permis quand même l'apparition de certaines personnes qui n'avaient pas du tout résisté, et qui au dernier moment, pour pas se faire inquiéter, on fait semblant qu'ils avaient résisté durant toute la guerre. Évidemment, il faut quand même souligner que l'épuration sauvage nous a laissé des images choquantes, notamment d'exécutions sommaires. Hein, parfois on a des vidéos où on voit un mec se faire lyncher, lapider, c'est pas très joli à regarder, mais s'il a collaboré, on peut se dire qu'il l'a mérité. Et également de femmes tondues. L'explication que je vais vous donner là-dessus n'est pas la mienne, c'est celle de Chabrier. Je suis pas d'accord avec lui, mais bon, comme il est prof d'histoire, on va essayer d'écouter. Il dit que les femmes ont été tondues, sûrement parce qu'il y avait une frustration des hommes français délaissés sexuellement. Évidemment, les femmes, certaines, pas toutes évidemment, ont préféré aller, copuler avec l'occupant allemand pour se faire un petit peu d'argent. Hein, on peut dire que c'est pas très grave, quoi. Mais visiblement, les hommes français n'ont pas trop aimé. Voilà. Donc De Gaulle reprend la société en main, il n'y aura pas de guerre civile entre les collabos et les résistants, hein. Il reprend la société en main, en faisant des traités aussi avec des traités de paix. Parce qu'il veut absolument avoir la paix avec les Américains, avec les Anglais, etc. Mais le premier traité qu'il va faire en arrivant au pouvoir, c'est un traité avec les Russes. Staline, je vous rappelle, il a perdu 25 millions d'hommes, il n'a pas envie de faire la guerre encore. Il vient de tuer les nazis, il a plus de refaire la guerre, il a envie d'arrêter. Et donc, excusez-moi, il fait la paix avec les Russes, donc un traité de paix commune, bref, on ne s'attaque pas, quoi. Et en échange de la paix, les Russes demandent le retour de Maurice Thorez en France. Maurice Thorez, c'est qui? C'est le secrétaire général du Parti communiste français. Donc quand même un homme important du Parti communiste français. De Gaulle accepte directement, il s'en fout un peu, on va dire. Et donc voilà. Maurice Thorez revient, mais au moins la France a la paix avec la Russie. Elle fait la paix avec la Russie. On a donc, à la fin de 1944, à la fin de l'année 1944, 40 millions de résistants. Évidemment, on sait bien qu'il n'y a pas 40 millions de résistants. Hein,
On sait que tu as 95% de personnes qui ont attendu, qui n'ont pas fait grand-chose durant la guerre, 2-3% de collabos, et 2-3% de résistants. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc évidemment, les 40 millions, c'est faux. Hein. Mais De Gaulle a préféré faire croire ça. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse un peu aux décorations et aux prix qui ont été donnés à la fin de la guerre, notamment aux résistants, on se rend compte qu'il y a seulement 1036 ordres de libération qui ont été donnés. Donc 1036 ordres sur 40 millions, c'est peu quand même. Hein. Et 44 000 médailles de résistance. 44 000 médailles de résistance, ça correspond à 1% de 40 millions. Donc là, on revient plutôt au 10%, excusez-moi. Non, attendez. Non, 1%. Voilà, 44 000, ça revient bien à 1% de 40 millions, donc là, on revient plutôt au vrai chiffre. Donc on se rend compte quand même que les médailles, il y a très peu de médailles qui ont été données à la fin de la guerre aux résistants. Et donc s'il y avait eu vraiment 40 millions de résistants, il y aurait eu beaucoup plus de médailles que ça. Donc on se rend compte quand même que ce que De Gaulle nous dit n'est pas forcément vrai. Et on arrive au petit C, que l'on retrouve dans une production cinématographique. Ça, c'est le grand petit C. Et oui, effectivement, il y a un film que M. Chabry nous a présenté qui représente parfaitement cette idée de... cette idée de tout le monde est résistant, quoi. Le film s'appelle La bataille du rail, donc c'est un film résistentialiste. Ok, le film est relativement... Il paraît au premier abord réel. Hein. C'est des vrais cheminots qui jouent. Les Allemands, c'est des prisonniers allemands qui les jouent. Mais évidemment, le film n'est pas 100% vrai, puisqu'il y a une dimension fictive. Et on va dire que ce film reprend Figat Vertov, un réalisateur russe, qui, pour lui, un bon film, c'était quoi? C'était un film avec pas d'intrigue, donc sans histoire, quoi, pas de héros, et la vie telle qu'elle est. En fait, les cheminots, c'est des personnages anonymes au service de la masse. C'est pas comme dans un film où il y a James Bond, où James Bond, c'est le héros. Là, il y a très peu... On sait que les cheminots, en général, sont les héros. Mais ici, en fait, les cheminots, ils représentent qui? Ils représentent tout le peuple français qui a résisté. Et alors qu'on sait pertinemment que tous les cheminots n'ont pas résisté, évidemment. Il y en avait, mais pas tous. Et surtout, quand on voit que la SNCF, dans le film, aide les cheminots à, à résister, on sait que c'est totalement faux, parce que la SNCF, durant la Seconde Guerre mondiale, a largement aidé les Allemands à acheminer par train tout ce dont ils avaient besoin. La SNCF a très largement collaboré. Donc cette première partie, on a vu quand même que De Gaulle a réussi à imposer le fait que tous les Français étaient résistants. Et puis, on va voir dans la partie 2 que c'est pas tout à fait vrai et qu'il va y avoir une nouvelle mémoire, on va dire, un deuxième régime mémoriel après le résistentialisme, et qui lui non plus n'est pas tout à fait vrai. La partie 2 s'appelle que son institutionnalisation a exposé à une critique virulente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 1944-45, quand c'est le GPRF, donc le gouvernement provisoire de la République française qui est en place, donc après le débarquement en Normandie, après la libération de la France, on a 4 grands partis majeurs. On a le Parti communiste français, le PCF, on a le SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, ça c'est le parti de gauche, hein. Le MRP, le mouvement républicain populaire, démocrate chrétien, ça c'est centre-droit, on va dire. Et le RPF, Rassemblement du peuple français, le parti gaulliste, qui est un parti de droite. Donc la mythologie mise en place par De Gaulle va être considérablement renforcée par la guerre froide, qui fait sortir les communistes du gouvernement. Pourquoi? Je vous explique. Évidemment, vous savez qu'il y a la guerre froide entre 47, on va dire, et 91, et la guerre froide fait que les communistes sont rejetés dans tous les pays du bloc ouest. La France fait partie du bloc ouest. Donc, comme les communistes sont quasiment 90%, ouais, peut-être un peu moins, 80% des résistants de la Seconde Guerre mondiale sont communistes. Donc, si les communistes partent du gouvernement, eh ben, ils ne pourront plus dire que oui, c'est pas De Gaulle. En bref, ils ne pourront plus dire que c'est pas que De Gaulle qui a fait la résistance. Alors que nous, on a l'impression que c'est que De Gaulle qui a fait la résistance. Alors que les communistes ont une part quasi aussi importante que De Gaulle dans la résistance française. Donc le fait qu'il parte du gouvernement, ça va aider De Gaulle. Le problème est que De Gaulle voulait une 5ème République. D'accord?
il voulait une république où le président avait beaucoup plus de pouvoir. Et comme les partis politiques et même la politique française à ce moment-là ne veut pas de sa 5e République, les gaullistes quittent le pouvoir quasiment en même temps que les communistes. Donc, ceux qui vont gouverner la France entre, on va dire, les 46-47, même plus tard, 48, et le retour de Gaulle en combien? En 58. Donc entre 48 et 58, pendant 10 ans, la France va être dirigée par des gens qui sont issus du rang des attentistes. Des gens qui n'ont pas trop collaboré, ou alors un tout petit peu, et qui n'ont pas non plus trop résisté, ou alors un tout petit peu. C'est des gens qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas fait grand-chose, quoi. D'accord? Donc ça, c'est le gouvernement qui aura entre 48, De Gaulle part du pouvoir, il reviendra qu'en 58 avec, comme vous le savez, en 58, la guerre d'Algérie. Ok. On continue dans la partie A. Hein. L'Union Européenne fait une alliance avec la RFA. La RFA, c'est quoi? C'est la République fédérale allemande. C'est la partie ouest de l'Allemagne, d'accord? C'est pas la partie qui est organisée par les Russes, mais la partie qui est divisée en 3 zones. La zone française, la zone britannique et la zone américaine. En bref, le gouvernement, donc je vous l'ai dit là pendant 10 ans, entre 48 et 58, il y a plusieurs gouvernements qui s'enchaînent. Et bien, ce gouvernement-là veut retourner l'alliance franco-russe que De Gaulle avait fait. Vous vous rappelez, je vous avais dit que De Gaulle avait fait un traité avec les Russes, justement dans le contexte de la guerre froide, genre les Russes et les communistes, on les aime pas. Donc le gouvernement veut retourner l'alliance franco-russe en une alliance franco-allemande. C'est pour ça que la Communauté Européenne de Défense, la CED, sera créée en 1952. En 1952, il y a une communauté européenne de défense qui compte la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, etc., qui est créée. Mais les Français, eux, ils savent bien que leurs véritables alliés, c'est les Russes, et que les Allemands, c'est les pires ennemis qu'ils ont eus depuis 100 ans quasiment. Alors les Français se rendent compte que les Allemands ne sont absolument pas leurs amis, et c'est pourquoi ce projet de CED, là, Communauté Européenne de Défense, il prend fin au bout de 2 ans. En 54, il s'arrête parce qu'on remarque que ça ne marchera pas, quoi. Ce qui va commencer à faire... on va commencer à se poser des questions sur les mythes résidentialistes, c'est quand il va y avoir des lois d'amnistie. Il va y en avoir 4 lois d'amnistie, entre 46 et 53. Ce sont des lois qui effacent partiellement ou totalement certains crimes. En bref, des mecs qui ont par exemple signé des lettres pour dire oui, nous allons envoyer 1000 juifs à Auschwitz, et bien ces lettres-là vont disparaître. On permet, grâce à des lois, hein, c'est des lois qui ont été votées, on permet à ces gens qui ont écrit ces lettres, donc qui sont des collabos ou des gros fils de... voilà, on permet à ces gens qu'il n'ait plus aucun crime. D'accord, leur casier judiciaire est vierge, quoi. Donc c'est quand même, ça pose des questions. Et ces lois sont révélatrices d'une véritable amnésie collective. En fait, on veut oublier ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. On veut oublier la collaboration. Et qui bénéficie principalement aux commanditaires, évidemment. Hein. Si Pétain était encore là pour en parler, bon, le pauvre, il s'est fait tuer, mais si il était encore là pour en parler, on aurait quasiment pu effacer les crimes de Pétain. Ce qui est quand même assez grotesque, on va dire. Hein. C'est assez grotesque. Effacer les crimes de Pétain, c'est quand même une chose assez grave. Et donc, dans ce contexte, on oublie tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un mec qui s'appelle Robert Harron, qui dit « Oui, Pétain, c'était le bouclier de la France, et De Gaulle, c'était l'épée de la France. » En bref, Pétain, il a toujours essayé de défendre les Français, les Juifs, même les Juifs français, en fait. Et que, voilà. S'il a rencontré Adolf Hitler à Montoire, ou s'il a fait des trucs comme ça, c'est juste dans le but de protéger les Français. Évidemment, le pauvre, il est influencé par son milieu, qui est un milieu sûrement d'extrême droite, et il n'a pas accès aux archives françaises. Pourquoi? Parce qu'elles sont fermées pendant 50 ans. Et voilà, on retombe encore sur le fait qu'on veut tout oublier. On veut absolument oublier ce qui s'est passé. Donc les archives françaises sont fermées pendant 50 ans. Donc autant dire que c'est un peu compliqué de savoir ce qui est vrai ou faux. Et en plus, dans les années 50, je sais pas, entre 55 et 60, je sais pas précisément, 55 on va dire, je sais pas. Pour encore accentuer le mythe résidentialiste, le ministre de la Culture, donc sous Général de Gaulle, donc ça doit être plutôt en 59 je crois, il va faire entrer Jean Moulin au Panthéon.
Sauf que Jean Moulin représente une partie de la résistance. Il représente la partie gaulliste. Hein, il était auteur de De Gaulle. Il ne représente absolument pas la partie communiste. Et donc là, c'est encore pour appuyer le mythe résistialiste. En bref, c'est, avec Jean Moulin, la résistance entre au Panthéon. Mais on sait que c'est que la résistance gaulliste. Là, quand Jean Moulin entre au Panthéon, il n'y a que la moitié de la résistance, on va dire, qui rentre vraiment au Panthéon. Donc la polémique, c'est que De Gaulle représente encore une fois la résistance, avec Jean Moulin qui rentre au Panthéon, et les communistes sont encore oubliés. Hein. Je vous rappelle que Jean Moulin a été tué par Klaus Barbie en 1943, et qu'il est mort dans le train qui l'emmenait dans un camp. Hein. Je crois que c'était le camp de... je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. C'est pas Auschwitz, mais c'est dans le train qui l'emmenait dans un camp de concentration, et ben il est mort. Le ministre de la Culture qui veut faire entrer Jean Moulin en Panthéon, c'est André Malraux, voilà, pour ceux qui veulent. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de la partie A, hein. Mais la partie B va nous montrer qu'un film va tout changer. Le film, c'est Le chagrin à la pitié. Ce film de Marcel Olfus, de 1969, est le premier film qui ne s'inscrit pas explicitement dans le mythe résistentialiste. Il s'interroge sur un panel complet de comportements, le noir, le blanc, mais surtout la zone grise. Le noir, évidemment, c'est les collabos, le blanc, les résistants, et la zone grise, bah, les gens qui ne savaient pas trop quoi faire. C'est une technique mixte qui utilise le témoignage et les archives filmées, mais ignore complètement la voix off. D'accord ? Le film, on voit juste des images d'archives et des témoignages. Il n'y a pas de voix off. Hein. On voit les Français tels qu'ils sont dans leur discours, et les mensonges donnent l'impression de se briser sous nos yeux. Quand on parle des mensonges, c'est le mythe résidentialiste. Hein. Il y a un des extraits où il y a un mec qui dit « Oui, moi, j'ai collaboré. Hein, » il l'avoue. Il l'avoue devant la caméra. Le film n'est pas diffusé à la télévision, ni au cinéma avant 1971. Le problème qui est dit... Alors, les autorités disent qu'il ne peut pas être passé à la télé parce qu'il dure 4h30. C'est vrai que c'est long, mais c'est pas... Non. Si vraiment tu as envie de faire passer un film au cinéma, tu peux faire passer un film au cinéma. Mais surtout, le vrai problème de ce film, c'est qu'il attentait à l'honneur des familles dont il révélait le passé compromettant. Hein, parce que comme ce film montre la vérité, donc il montre qu'il y en a beaucoup qui ont collaboré, et donc forcément ça plaît pas à tout le monde. Dans ce film, par exemple, on observe des scènes de liesse à Clermont-Ferrand pour Pétain. Quand Pétain arrive, on voit tout le public de Clermont-Ferrand qui est là en train de crier « trop bien, trop bien, trop bien ». On voit les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, c'est quoi ? C'est les personnes importantes, les élites, quoi. Tout ce qui est le maire, etc., quoi. La religion, donc l'église, et la justice. On voit des magistrats. Tout cela, ils font allégeance à Pétain. On le voit avec des images filmées, quoi. Et on a des témoignages de personnes qui ont collaboré, dont un bon petit collabo qui s'appelle Christian de la Mazière, qui a fait partie de la Waffen-SS Charlemagne. Donc ça, c'est une unité SS, donc les pires nazis, quoi, spécialement française. Il n'y avait que des Français dedans. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit les chantiers de jeunesse. Les chantiers de jeunesse, c'est comme les jeunesses hitlériennes, mais c'est pour les petits jeunes français. Et dans les images, on les voit prêter serment au maréchal Pétain, et puis faire des sortes de chansons... des sortes de chansons républicaines, hein, un peu comme les jeunesses hitlériennes, quoi. Donc tout cela nous montre bien que il y en avait quand même pas mal qui aimaient bien Pétain. Hein. Donc ça nous montre quand même que tout le monde n'a pas résisté. Et donc là, on arrive à la partie C. Ce film fait douter les Français du sens à donner à l'attentisme. Est-ce que les attentistes sont collabos ou est-ce qu'ils sont résistants ? Ou est-ce qu'ils sont rien du tout, évidemment. Dans le film, on a l'impression qu'ils sont tous on a l'impression que tout le monde est collabo. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a que 36 témoignages sur 40 millions de personnes. Alors ça ne nous donne pas une connaissance exhaustive de tous les Français. Exhaustive, ça veut dire justement une connaissance complète. Là, on n'a que 36 témoignages sur 40 millions de personnes qui vivent en France. Donc même si ces 36 personnes-là ont collaboré, ça ne veut pas dire que tout le monde a collaboré. En revanche, les écrits de Robert Paxton, eux, sont sans appel. Robert Paxton, c'est un autre historien, car en s'appuyant sur les archives allemandes qui, elles, ne sont pas fermées pendant 50 ans, il démontre amplement les initiatives françaises en matière de collaboration. D'accord ? Donc il montre bien que c'est les Français qui ont proposé leur service aux Allemands. Par exemple, d'attraper les Juifs et les envoyer à Auschwitz.
Donc la sentence du général de Gaulle, Vichy est nulle et non avenue, ne peut donc plus être retenue en vue des crimes de Vichy. On remarque maintenant que Vichy a existé et qu'il a fait de la merde. Et aussi la thèse de Robert Harron, qui disait Pétain bouclier et général de Gaulle épée, pareil. Ça, c'est pas possible, on se rend compte que c'est faux. Le général de Gaulle était peut-être bien l'épée, mais Pétain, c'était pas un bouclier. Hein. C'était un paillasson où les Allemands ils s'essuyaient dessus, d'accord? Donc, en plus de tout ça, il y a le passé de Mitterrand, qui est alors président en 1993, 94, 95, ces années-là. Il est président, et on se rend compte qu'il était vichiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, il va fleurir la tombe du maréchal Pétain. Tous ces trucs-là mélangés, ça donne des polémiques. Et on se rend compte que les Français n'étaient absolument pas tous résistants. On arrive donc à la troisième partie, le troisième régime mémoriel. On va plus s'intéresser maintenant, est-ce que les gens ils étaient collabos, résistants, bref, on va plus s'intéresser au passé militaire, mais plutôt au passé des victimes, d'accord? Qu'est-ce qui a souffert de la guerre, précisément? Petit a, les cercles de confusion entourant l'extermination ont rendu nécessaire le travail des historiens pour établir la réalité des faits. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, quand les Russes et les Américains découvrent les premiers camps de concentration et d'extermination, bah, nous on le sait parce que c'est l'histoire, donc on connaît. Mais imaginez que eux, ils viennent combattre les Allemands. Et là, ils rentrent dans un camp de concentration. Ou encore pire, dans un camp d'extermination. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire dans leur tête? Genre, c'est tellement incroyable de voir ça que tu sais pas quoi penser. Donc, comme ils savent pas ce que c'est, les juifs qui sont dans ces camps, parce que c'est quasiment que des juifs, hein, faut pas se tromper, il y a quelques tziganes, mais bon, ils sont quasiment tous morts, et puis pareil, tout ce qui est homosexuel, tout ça c'est mort. Donc ce qui reste, c'est quasiment que des juifs, hein. Et encore, il en reste pas beaucoup, mais bon, voilà. Il faut se dire que ces personnes-là sont comptées comme des victimes civiles. En bref, un juif français qui allait à Auschwitz n'est pas compté comme une victime juive, mais est compté comme une victime française. Donc déjà, ça pose problème. Hein. Et surtout, il n'y a pas une distinction qui est faite entre camp d'extermination et camp de concentration. Pour vous montrer qu'il y a une vraie différence, je vais vous donner des chiffres. À Ravensbrück, qui est un camp de déportation spécialement pour les femmes, d'accord, il n'y avait que des femmes, on retrouve 43% de survivants. Évidemment, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, c'est quasiment la moitié de survivants. Tu vas à Auschwitz, t'as 3% de survivants, hein, ça c'est un camp d'extermination. Et si vous voulez vraiment les meilleurs chiffres, encore mieux, hein, vous prenez les 4 camps de l'opération Reinhardt, c'est une opération d'extermination totale, vraiment, on tue tout le monde, quoi. Donc les 4 camps, c'est Treblinka, Sobibor, Belzec et Chemno. On a 0% de survivants. Un petit exemple, pour Treblinka, où on estime qu'il y a entre 800 000 et 1 million de juifs qui sont passés par ce camp d'extermination. Je vous laisse 2 minutes pour trouver, 2 minutes, non, c'est pas, 5 secondes pour trouver combien de survivants. Il y en a eu 47. Alors 47 survivants sur 800 000, voilà, c'est pas pareil que les 43% de Ravensbrück. Hein. Donc forcément, on confond un peu tout. Donc quand on a compris que les victimes ne sont pas françaises ou russes, mais qu'elles sont juives, et quand on a compris qu'il y a une différence entre camp d'extermination et camp de concentration, on peut commencer à compter, on peut commencer à se rendre compte des vrais chiffres de la solution finale, de l'extermination des juifs d'Europe. Hein. Là encore, c'est Robert Paxton qui documente et éclaire sur le rôle de l'État français, parce qu'on va se rendre compte que l'État français, il a participé à la déportation et à l'extermination des juifs. Le constat est sans appel, et on voit que c'est les Français qui ont proposé des initiatives aux Allemands. Par exemple, les Français ont proposé de donner les juifs aux Allemands, et en échange, les policiers français avaient le droit de s'équiper d'armes. Donc, vous comprenez, des armes contre des juifs. C'est relativement équitable. Hein. Au final, le plus grand événement qui nous montre que les Français ont participé à la collaboration, ont participé à l'extermination et à la déportation, la rafle du Veldiv, il y a 13 000 juifs qui ont été raflés à Paris. Ils ont été parqués dans le vélodrome d'hiver. Dans ces 13 000, il y avait 4 000 enfants. Et sur ces 13 000, on va dire qu'il y en a 95% qui sont morts à Auschwitz. Donc on se rend bien compte que la France n'était pas tout à fait super sympa. D'accord ? La France occupe une place active dans l'extermination. 300 000 juifs français, 78 000 déportés, seulement 3 000 survivants.
comparaison européenne ne permet pas de dire que la France, elle est comme tout le monde. Par exemple, au Danemark, où il n'y avait pas de gouvernement, d'accord? Il n'y avait aucun gouvernement là-bas. Ils ont réussi à ne pas collaborer et à envoyer quasiment tous leurs juifs aux États-Unis. Le Danemark, même si évidemment il y avait beaucoup moins de juifs au Danemark qu'en France, mais quand on prend en pourcentage, ils ont quasiment 0% de victimes juives. Par rapport à la France qui doit en avoir quasiment 25%, c'est beaucoup quand même. Hein. Voilà, voilà. Petit B qui a conduit à la reconnaissance de l'État français. Les Français ont attendu jusqu'en 1995 pour dire qu'ils avaient participé à la collaboration, participé à l'extermination. Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac déclare la France collaboratrice de l'extermination. Jusqu'en 1961, les faits militaires sont mis en avant. À partir de 1961, c'est les faits de victimes, le nombre de victimes qui est mis en avant. 1961, c'est une date clé parce que c'est la date du procès Eichmann. Eichmann, c'est un mec super important de l'État nazi, pas de l'euthanasie, mais de l'État nazi, qui est retrouvé en Argentine par le Mossad. Le Mossad, c'est comme le GIGN, mais c'est le GIGN israélien, si vous voulez. Il le retrouve en Argentine, il le ramène en Israël, il le condamne, il le tue. Donc, Eichmann, c'est le logisticien, c'est celui qui a assuré la logistique. Donc, tel train partait par là, tel train partait par là, les armées par là. Voilà, ok. La logistique de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Ce personnage, qui est, ma foi, tout à fait sympathique, essaie de se faire passer pour une personne banale. Et il dit durant son procès qu'il a un rôle administratif. On lui demandait juste de signer des feuilles et il savait pas ce qu'il signait. Quand le mec, on va dire que c'est un du top 5 de l'État allemand nazi, on sait qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que quand il dit oui, je n'y suis pour rien, j'ai juste un rôle administratif, il y a des gens qui y croient. Comme Hannah Arendt, qui est pourtant une très grande historienne, mais elle a cru que Eichmann, il disait la vérité. Genre, il savait pas ce qu'il avait fait. Alors qu'on sait, voilà. Hein. Son procès, c'est un des premiers trucs qui est radiophonique, c'est-à-dire que quand tu allumes ta radio, tu peux entendre le procès qui se passe en Israël en cours. Ça, c'est assez important, quand même. C'est-à-dire que tout le monde a pu l'entendre ce procès. Et c'est la première fois où des victimes de camps viennent témoigner. D'accord? Ça, c'est hyper important aussi. Donc, on va dire qu'avant son procès, c'est surtout les faits militaires qui étaient mis en avant, genre, on a réussi à battre les Allemands à telle ou telle victoire. Et à partir de 1961, on se rend compte que les victimes, c'est ultra important et que maintenant, c'est un régime mémoriel des victimes qui se met en place. Qu'est-ce qui change en 1967 on appelle ça le virage de 1967. Israël fait la guerre des 6 jours. Donc c'est une guerre qui dure à peu près 6 jours et envahit plusieurs régions qui ne restituent pas. En bref, Israël, elle se fait attaquer par des pays islamiques, donc comme l'Égypte, la Syrie, etc. Et grâce à l'appui américain, elle gagne la guerre. Sauf qu'elle a envahi des régions, notamment la Palestine, qu'elle ne restituera jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le problème israélo-palestinien, et m'est avis que Israël n'a pas joué le bon rôle. On va dire que là, il faudrait rendre la terre aux Palestiniens, c'est le peu, on va dire, qu'il devrait y avoir, mais bon, pour l'instant, ça ne passe pas comme ça. On sait que les Français sont très majoritairement pro-israélites, hein. Les Juifs, nous, en France, on les aime bien. Mais l'État, De Gaulle notamment, va faire un discours que les Israéliens vont juger antisémite. Et donc, il va y avoir une rupture entre la République et les Juifs. Alors pourtant, à partir de Dreyfus, on a commencé à de plus en plus aimer les Juifs, mais là, il y a une rupture. La minorité silencieuse juive refuse d'un seul coup de garder le silence. Elle se dit, mais c'est bon, vu ce qu'on a vécu, faut arrêter de nous embêter pour la Palestine et pour d'autres régions. Alors que bon, ça n'a rien à voir pour moi, mais bon, voilà. La série Holocauste, une série qui passera à la télé à ce moment-là, qui passe en 1979 sur les chaînes de la télévision, fait prendre conscience aux Français de la réalité de l'extermination. D'accord? C'est pas une série Toy Story ou Oui. Hein. On voit des vraies images. Dis-toi que t'as des enfants de 6 ou 7 ans qui voient ça. Donc ça fait... Aujourd'hui, on pourra plus faire ça, mais c'est assez prenant, on va dire. Et il y a un film super important aussi, c'est le film Shoah, sorti en 1945 et qui est réalisé par Claude Lanzmann,
qui dure 9 heures, hein, c'est un peu long, mais il nous montre exactement comment s'est passée la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe. Donc là, on commence à prendre conscience que la mémoire des victimes est super importante. Pourtant, tu as des... Je sais pas comment les qualifier parce que, bah voilà. Il y a des personnes qui pensent, qui établissent une thèse, qui est évidemment pas historique, donc on va dire qu'elle est pseudo-historique, qui s'appelle le négationnisme, dont un des pionniers du négationnisme s'appelle Robert Faurisson, et qui nie l'existence des chambres à gaz et des persécutions raciales. D'accord? Donc il dit, ça n'a pas existé, c'est faux, c'est un complot, etc. Heureusement, certaines personnes comme Pierre Vidal-Naquet, Evelyne Patlajan ou Annette Viviurca vont donner tellement de preuves que c'est vrai qu'ils pourront plus rien dire. Ok? Enfin, on arrive au grand C et à l'affirmation du devoir de mémoire. L'idée est simple. La connaissance du passé nous protégerait des mêmes erreurs. Hein. Si on n'oublie pas le passé comme on l'a fait à cause du maîtrise-installiste, alors peut-être qu'on pourra se protéger de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas retomber dans des régimes totalitaires et de ne pas faire des grands génocides comme ça. Il y a plusieurs trucs qui sont faits pour justement se rappeler, notamment le CNRD en 1961, ce qu'on était censé faire cette année, le Concours national de la résistance à la déportation. Donc là, c'est un devoir d'histoire. Par un travail d'historien, en faisant des recherches avec des dossiers, etc., on va se rappeler ce qui s'est passé. Et il va y avoir d'autres choses qui vont faire que on va commencer à comprendre qu'il faut commémorer les morts. En 1954, il y aura la commémoration de la déportation. En 1993, il y aura des commémorations en mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites. Et en 2000, il y aura un hommage aux Juifs parmi les nations. Donc voilà. Donc tout ça fait qu'on essaie de se rappeler de ce qui s'est passé quand même. Hein. On n'essaie pas d'oublier quoi. À partir de 2007, il y a un cher monsieur qui devient président, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et qui veut encore renforcer ce devoir de mémoire. Il veut encore plus que les gens se rappellent ce qui s'est passé. En soi, c'est pas une mauvaise idée, mais vu comment il s'y prend, ça pue. Hein. Donc, les initiatives tous azimuts de Nicolas Sarkozy sont mal gérées, mais venant d'une bonne idée de base. Par exemple, il va faire lire la lettre de Guy Môquet. Guy Môquet, c'est un des mecs qui s'est fait tuer le cours des 50 otages. C'est les 50 otages qui se sont fait tuer à Châteaubriand. Châteaubriand. Bon, en vrai, il y en a 49, mais on va dire qu'il y en a 50. Et Guy Môquet a fait une lettre à ses parents avant de se faire tuer. Donc il l'a fait lire dans tous les collèges de France, et il attribue à chaque collégien un enfant juif mort dans les camps. Donc c'est mal foutu, c'est hyper dur, pour les enfants c'est compliqué à porter. Dis-toi que t'es référent d'un enfant qui s'est fait peut-être découper la peau dans les camps. Donc forcément ça donne pas, tu vois, c'est malaisant, c'est malsain. Donc même si l'idée est bonne, il fait n'importe quoi. Heureusement, les présidents suivants que sont, je vais oser dire son nom, attention, il s'appelle François Hollande et Emmanuel Macron, vont faire entrer au Panthéon une multitude, 5 ou 6 personnes de la résistance, mais qui représentent vraiment toute la résistance, qu'elle soit communiste, gaulliste, etc. Ces 5 personnes qui vont entrer dans le Panthéon vont être Jean Zay, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Simone Veil et Geneviève Antoniose de Gaulle, qui est la nièce de Gaulle. Donc on va dire que la diversité de la résistance est entrée au Panthéon. Donc, pour la conclusion, les trois premiers points de la conclusion, c'est vous allez rappeler en une phrase chaque grande partie. Puis, il faudra dire que la mort des acteurs, parce que quasiment maintenant tous les mecs qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale sont morts, a permis aux historiens de faire leur travail dans le calme. Hein, parce que avant, dès que les historiens faisaient quelque chose, il y avait un mec qui disait non, c'est pas vrai, moi j'ai pas vécu ça comme ça, donc c'est faux. Alors que maintenant, comme ils sont tous morts, ils ne peuvent plus rien dire. Et donc, à partir de 1990, on a commencé à avoir de vrais régimes mémoriels avec les mémoires des victimes et des vraies démarches historiques. Maintenant, on sait à peu près quasiment exactement ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Pas tout évidemment, mais en grande partie. Voilà. Donc je pense que ça c'est quasiment un cours assez global sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et même après, en fait, en général, c'est un devoir sur un résumé du thème devoir de mémoire. Voilà.
Je passerai médias et opinion publique. Hein. Le deuxième chapitre d'histoire, je vais pas le faire parce que il pue et j'ai pas envie de le faire. Il est beaucoup trop long, je l'aime pas. Donc je ferai pas de résumé sur ce chapitre-là. Par contre, après, j'en ferai un sur le socialisme allemand.